Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, je lance une nouvelle série, elle s'appelle Indépendance Tech. Voyez-y ce que vous voulez. En tout cas, l'idée, c'est de vous présenter l'écosystème français qui permet de faire une bascule vers des logiciels, des outils. Vous verrez, on va parler de visio, de messagerie, de suites logicielles notamment, mais aussi d'hébergement vidéo avec des solutions françaises qui peuvent vous intéresser. Donc, restez connectés. Et si c'était le jour pour basculer vers une solution française, quels que soient les outils que vous utilisez? Regardez cette émission, vous allez découvrir on a un écosystème très riche. Oui, on a le choix pour gagner en indépendance dans les outils technologiques qu'on utilise. Autour de la table, démonstration, Hervé Nougier est avec nous. Il est président de Mediatek, société éditrice de Streamlike. À côté de lui, Antoine Dubosc, président de Wimi. En face, Thomas Bénière, le CEO de Olvid. Je vais vous présenter toutes ces solutions. Vous allez voir, il y en a énormément si vous voulez choisir des solutions françaises. Mais on va commencer avec vous, Fabien Lavard. Vous êtes le directeur de la sécurité chez Tixéo, éditeur français de solutions de visioconférence. Parce qu'on en fait tellement de la visio, mais tellement peu avec des outils français quand même, il faut le dire. Ah, il faut le dire, oui. Et pourtant, ça existe. Donc, solution de visioconférence collaborative, sécurisée. Vous vous adressez à qui? Vous plutôt les petites entreprises, les grandes, le grand public? Alors, on s'adresse essentiellement à toute personne qui veut protéger ses communications de manière sécurisée. Donc, effectivement, historiquement, Tixéo fait de la visioconférence sécurisée. À ce titre, on passe régulièrement des certifications au niveau de l'ANSSI. On est en cours de la 4e CSPN, donc une certification de premier niveau. Et nos solutions sont proposées essentiellement à toutes les entités qui ont des besoins accrus dans la criticité des communications, que ce soit pour la gestion de crise, pour le travail au quotidien, pour simplement être sûr que les données d'un CODIR, d'un COMEX, des données commerciales éventuellement, soient en sécurité, puisqu'une interception n'est pas possible avec notre technologie. On utilise du chiffrement de bout en bout, ce qui garantit le fait que depuis, par exemple, un poste de travail, on ne puisse pas être intercepté jusqu'à la personne à l'opposé. On passe par des serveurs qui vont simplement faire ce qu'on appelle du routage dans le jargon technique. Et contrairement aux solutions, par exemple, américaines, il n'y a pas d'interception possible au niveau des serveurs qui peuvent du coup récupérer, déchiffrer les communications, en faire potentiellement un bon usage ou ce qu'ils en veulent, afin ensuite de les rechiffrer et faire... Ils ont bien des solutions américaines sécurisées quand même. Pas du même niveau. C'est autre chose. Pas du même niveau. Tout à fait. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que vous avez le niveau le plus haut de sécurité sur la confidentialité des communications. Exactement. Pour les visioconférences. Oui. D'accord. Donc ça, c'est vraiment votre positionnement. Donc ça veut dire que vous adressez plutôt des administrations françaises, des entités critiques? Alors, on s'adresse essentiellement, effectivement, aux entités critiques. La plupart de nos clients sont dans ce qu'on appelle la BITD, donc l'industrie de défense française. On a tous les acteurs de défense, on a les acteurs aussi dans le domaine bancaire, dans le domaine étatique. Et puis après, dans les hôpitaux, enfin, tout un tas d'organismes qui ont besoin, à un moment donné, d'échanger et d'être sûrs que la sécurité ne sera pas remise en question. D'accord. Et donc, c'est une solution fabriquée 100% en maison? 100% en maison. Ça fait 20 ans que Tixéo existe. On a créé notre propre stack. Alors, c'est la pile technique qui part aussi bien du réseau qu'aux outils de communication et le chiffrement de bout en bout qui est aussi fait maison. Et du coup, on apporte vraiment ce gage de souveraineté où... Ça vous plaît, ça, ce terme de souveraineté? Tiens, je voulais vous poser la question à tous. Vous êtes content que tout le monde ait ce mot à la bouche en ce moment? Alors oui, parce que du coup, ça va dans la tendance de ce qu'on crée depuis de nombreuses années. Maintenant, pour moi, c'est même une logique, c'est-à-dire qu'on devrait d'abord privilégier les outils nationaux, une préférence à la française, avant de voir s'il n'y a pas d'autres solutions, peut-être à l'étranger. C'est ce que font les États-Unis, avec d'abord une préférence nationale. Ouais. Petit tour de table sur ce sujet de la souveraineté. Ça vous plaît, ce terme de souveraineté? Vous trouvez qu'il est bien employé? Le terme en particulier, je ne sais pas, mais les raisons qui poussent à l'employer plus régulièrement, en fait, j'ai l'impression que les gens prennent conscience qu'il y a un sujet. Il y en a toujours eu un quelque part, mais maintenant c'est devenu... tout le monde en a pris conscience. Et ça, je pense que c'est important. Ouais. Ok. Et pour vous, c'est un terme adapté?
C'est adapté, c'est un objectif, mais il ne faut pas que ce soit un buzzword, que ce soit juste un élément de marketing comme on a eu aussi sur l'éco-responsabilité, des choses comme ça, où tout le monde ou la Mais là, c'est compliance, difficile de conformité. faire du souveraineté washing, parce que à part prendre vraiment une solution... En fait, cela dit, je dis ça, mais non, oui, on peut, c'est possible. pas forcément impossible. C'est Enfin, c'est la souveraineté, enfin, de notre point de vue, c'est beaucoup de choses. C'est pas forcément atteignable à 100% dans certains cas de figure. Dans d'autres cas de figure, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est un objectif qu'on veut atteindre, et certains vont juste parce que leur hébergement est français, par exemple, se considérer comme souverain. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la gouvernance, il y a la portabilité des données, il y a un certain nombre de choses. Donc c'est un ensemble. Et pour vous, Oui, Antoine ? le terme de souveraineté numérique qui s'est imposé à nous, aux acteurs, finalement, c'est pas nous qui avons choisi ce terme. Il a été notamment choisi par le président de la République lorsqu'il a inscrit ça dans les missions et dans les titres à partir de l'élection 2017 des ministres des Finances, et maintenant aussi des ministres délégués au numérique. Donc la souveraineté numérique, il y a une connotation politique dans le terme. Et c'est pas tout à fait étonnant, mais en réalité, ce qui se passe au plan géopolitique en fait. aussi, on peut pas ignorer qu'il y a une dimension politique dans ces sujets de souveraineté. Vous utilisez le terme d'indépendance, qui a aussi ses connotations politiques, et en réalité, qu'on le veuille ou non, il y a une dimension technique, il y a une dimension politique dans tous ces sujets qu'on ne peut pas ignorer. C'est intéressant parce que Hervé disait que on ne peut pas forcément garantir qu'on va être 100% français sur toutes les strates. Vous pensez qu'il faut avoir cette exigence vraiment d'être souverain de bout en bout, comme vous faites du chiffrage de bout en bout ? Alors, disons que nous, au niveau logiciel, on est 100% souverain. Au niveau de l'entreprise, on l'est également. Au niveau des financements, on l'est aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on parle de l'entièreté de la souveraineté, il faut aborder la couche énergétique jusqu'à la couche, maintenant on parle de LLM, donc de tout ce qui est IA. Et toute cette phase de transition, on va retrouver des acteurs, et aujourd'hui, on n'a pas le choix que de se baser tôt ou tard sur des acteurs notamment américains ou chinois pour certaines puces, etc. Il se trouve que on est tous obligés, tôt ou tard, surtout sur la partie hardware, de faire appel à des technologies étrangères. Ouais. Et alors donc, comment est-ce que vous adressez cette problématique ? Si vous travaillez, vous le dites avec des entités critiques, vous leur faites une promesse sur une partie, finalement, de la chaîne de leur communication ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, nous, à Tixeo, on permet d'utiliser le logiciel soit sur notre propre cloud, qui est hébergé en France chez Hotscale, donc filiale de Dassault. De Dassault Systèmes, oui. Mais on peut aussi le donner à ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire directement au client, et lui le met dans son propre data center. À lui la charge d'assurer la sécurité, la localisation des données et tout ce qui va autour. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on peut garantir cette souveraineté. C'est aussi au client de faire l'effort, on peut l'accompagner, d'installer comme il se doit ce qui va avec. Et par exemple, aujourd'hui on parle beaucoup d'IA. Chez Tixeo, on utilise différentes IA, dont Mistral. Mais Mistral, c'est le produit Nemo, ce qui fait qu'on peut le fournir à nos clients qui peuvent l'installer chez eux, puisque ça peut tourner en local. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir une connexion permanente vers l'extérieur, dans un cloud où on pourrait se poser la question pour résumer sur des données. C'est dit, pour les résumés, les transcriptions, les traductions aussi, puisque du coup, on peut traduire une vidéo après coup. Voilà. Donc aujourd'hui, vous offrez une gamme de services qui est à peu près équivalente à ce qui se fait avec les outils plus largement utilisés, on va dire. Oui, tout à fait. Bon. Thomas Besnières, vous êtes le CEO d'Olvid, messagerie instantanée française, donc chiffrée de bout en bout. Donc vous êtes un petit peu cousin finalement. On se connaît bien. En matière de technologie, vous connaissez bien. Okay. Vous travaillez ensemble peut-être ? Alors
Pas en ce moment, en tout cas, mais on a travaillé ensemble par le passé, puis on se croise très souvent. Voilà, on a des problématiques similaires. Voilà, tout ce qui a été dit, là, ça résonne, en fait, pour nous. Ouais. On a le même genre de situation, en fait. Est-ce que Olvid, de la même façon, c'est plutôt destiné d'ailleurs à des entités critiques? Alors, ça peut l'être, mais on avait une ambition un peu folle, et on l'a toujours d'ailleurs, de créer une messagerie, en fait, qui s'adresse à tous. Oui. Donc, nous, le parti pris, c'est de dire, il n'y a pas tellement de raisons, dès lors qu'on a un produit qui est simple à utiliser, avec un très haut niveau de sécurité, on considère que c'est bien de le rendre accessible, gratuit. Voilà, il y a aussi, donc au-delà Le président de la République dit utiliser Olvid. Tout à fait, voilà. Et Waouh. on en était très heureux, donc on le savait évidemment, on n'avait évidemment pas le droit de le dire. Donc nous on le savait, mais on se taisait là-dessus, donc on était vraiment très très heureux qu'il le fasse savoir, parce que c'est des choses qui ont un impact, notamment à l'international, c'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant, disons, ces déclarations-là, on était quand même une messagerie très franco-française. Depuis, on a des utilisateurs, la courbe d'utilisateurs Et alors, au droit de pied étranger a explosé. Parce que vous dites, moi, je rêve finalement de m'adresser à tout le monde, mais alors qu'est-ce qui fait la spécificité? Pourquoi on va aller voir Olvid si on n'a pas forcément de protéger des conversations secret défense, quoi? Et alors, mon point de vue, c'est la protection des données personnelles. C'est-à-dire qu'on est, on va dire, un état d'esprit assez français, européen, dans lequel le produit est conçu. En deux mots, quand vous allez voir des solutions américaines ou du TikTok ou de l'Instagram, fondamentalement, on va aller vous expliquer que c'est gratuit. Effectivement, vous n'avez rien déboursé pour l'utiliser. Mais il faut bien qu'ils se rémunèrent, et ils se rémunèrent sur le temps que vous allez passer devant votre écran. Et donc, ça veut dire que leurs ingénieurs, une de leurs tâches, une des plus fondamentales, c'est de faire ce qu'il faut pour créer des algorithmes qui vont faire que vous allez rester. Voilà. Je pense que leur premier concurrent, c'est le sommeil. Voilà. C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel nous, on a envie de créer des produits. Nous, la personne qu'on respecte, c'est celle qui est juste derrière son écran. Voilà. Si elle veut utiliser Olvid une fois par mois, par an, très bien. Si elle veut utiliser 2000 fois par jour, très bien. Elle en fait bien ce qu'elle veut. On va pas l'inciter à revenir. On est à son service et c'est pas l'inverse. Ce qui est très différent par rapport aux messageries qu'on connaît, c'est qu'elles ne se connectent pas à notre carnet d'adresses. Tout à fait. Donc ça, c'est une autre particularité, c'est qu'on ne demande pas de données personnelles pour fonctionner. C'est un peu perturbant parce que on se dit mais alors comment je vais me connecter en fait à mes contacts, mais bon, une fois qu'on a compris le fonctionnement, il n'y a pas de souci, et ça permet de faire réagir justement quand d'autres outils nous demandent d'avoir accès aux photos, aux vidéos, au carnet d'adresses. On se dit ah ouais, en fait on peut faire autrement. On peut. Typiquement, la première chose, c'était les photos qui moi, m'horripilaient. J'ai des applications qui demandaient un accès permanent à toute la pellicule. Donc, on ne parle pas juste des photos qu'on décide de partager avec l'appli. On parle des photos, de toutes les photos qu'on va prendre, qu'on a prises et qu'on prendra dans le futur. Quand bien même on n'utilise pas l'appli, tout d'un coup, on lui a donné un droit, pour peu qu'on l'oublie, elle y a juste accès. Oui, c'est normal. Ça, c'est assez fou. Voilà, je trouve ça. Sur ce besoin qu'on a aujourd'hui de protéger les données, est-ce qu'il y a un peu une touche française? Est-ce que c'est un sujet, il vous semble particulièrement français? C'est vrai qu'on peut se dire qu'on peut se féliciter en Europe d'avoir le règlement européen sur la protection des données personnelles, d'avoir eu la CNIL qui était très en pointe en France sur ces sujets-là déjà. Est-ce que ça fait partie, parce que vous avez chacun des solutions différentes, d'une préoccupation que vous avez peut-être plus que vos concurrents étrangers? Alors, mon sentiment, c'est que oui. Oui. Pardon d'intervenir là-dessus. Force est de constater que voilà, vous avez parmi les meilleurs du monde à la table pour vous dire, voilà, nous, on a développé des solutions dans divers domaines. Et comme le disait Tixéo tout à l'heure, est-ce qu'il y a des solutions similaires, on va dire étrangères? La réponse est non, en fait. Et c'est, alors je dirais presque surprenant, d'une certaine manière, parce que si on l'a fait, c'est que c'est pas impossible de le faire. Il ne faut pas non plus se faire plus grand qu'on est. Donc c'est technologiquement faisable. Il y a des ingénieurs qui sont capables de le faire. Il se trouve que ces solutions, elles arrivent en France, en Europe. Parce que le besoin de confidentialité de tout le monde, là. Oui. Oui. Tout à fait. On avait, je pense, fini par voir le numérique comme une commodité, un outil pratique, mais qui n'avait pas d'enjeu finalement sérieux et certainement pas stratégique. Ce qui est nouveau, c'est que c'est la prise de conscience du caractère stratégique du numérique. Alors c'était déjà le cas pour ce qui est des industries de défense et pour ce qui est des sujets comme des groupes comme Thales et d'autres de la BITD que vous évoquiez tout à l'heure, et qui avaient des systèmes souvent propriétaires. Et la France fait partie des pays qui sont dans le domaine de la défense. C'est un des premiers exportateurs au monde. En même temps, en France, on a aussi beaucoup de voix qui s'élèvent du côté du ministère de l'Intérieur pour dénoncer l'absence de portes dérobées, de messageries dans lesquelles on ne peut pas pénétrer. On a déjà eu beaucoup ces débats ensemble, mais c'est un peu paradoxal. Je peux vous faire réagir peut-être.
Parce que vous connaissez bien ce milieu. Alors, je connais bien ce milieu, tout à fait, pour être un ancien de certains services du ministère de l'Intérieur aussi. Effectivement, le côté policier ou, on va dire, des magistrats, c'est de pouvoir avoir accès aux données, puisque du coup, il faut pouvoir avancer dans les enquêtes et in fine, pouvoir trouver les auteurs. Voilà. De l'autre côté, nous, on pense que c'est pas en donnant, entre guillemets, des backdoors qu'on va déjà, assurer la sécurité et garantie du produit tel qu'on l'a aujourd'hui. Et deuxièmement, ça reviendrait simplement à faire en sorte que la délinquance, elle utilise d'autres moyens que nous. Oui, elle irait chez des produits étrangers, ouais. on va déporter, on va déplacer le problème. Ouais. Donc ça ne réglerait pas le problème à l'arrivée. Donc il ne faut pas détériorer notre niveau de sécurité. Nos clients nous font confiance. Je pense que c'est important de le préciser, quelles que soient nos solutions. Et il faut vraiment, au contraire, garantir cette sécurité, prouver... Aujourd'hui, c'est aussi un nouveau terme qui va arriver, qu'on est résilient au chiffrement quantique, puisqu'on parle de ces futures obligations, qu'on est sur des certifications estampillées par l'ANSSI, qu'on a certains qui sont SecNumCloud aussi pour assurer que le service est de manière globale sécurisé. Et tout ça, ça va rassurer le consommateur final qui aujourd'hui essentiellement est du privé au sens entreprise. Mais ça rassure quand même de savoir que les données sont protégées au mieux. Allez, on passe à l'hébergement vidéo, puisqu'il n'y a pas que des Américains dans ce domaine, il y a aussi Streamlike. Hervé Nougier, donc vous êtes le président de Mediatek, qui est la société éditrice de cette plateforme Streamlike. Expliquez-nous ce que ça fait par rapport à ce qu'on imagine dans l'hébergement vidéo. Quelle est la spécificité de Streamlike ? Alors déjà, l'hébergement vidéo, on a tendance à faire une confusion, à se dire que si on doit déposer une vidéo, c'est sur YouTube. Donc ou YouTube, Dailymotion. Ou Dailymotion, des réseaux, qui sont des réseaux sociaux. Oui. En fait, on confond un petit peu tout ce qui va être solution professionnelle d'hébergement et de diffusion avec des réseaux sociaux qui ont une vocation totalement différente, basée sur l'économie de l'attention, etc. Et puis quand on parlait, donc à l'instant, de sensibilité à la protection des données, l'utilisation d'un réseau social veut dire qu'on accepte le dépôt de cookies et qu'on va donc donner accès aux données des visiteurs. Donc on est sur un domaine qui est complètement différent. Nos clients sont principalement des grosses entreprises, donc ce sont des grands groupes industriels, banques, énergie, etc. Et donc, on gère tous leurs actifs digitaux, tout leur contenu, que ce soit pour de la formation, donc de la communication interne, mais aussi de la communication externe, de manière souveraine, contrôlée, maîtrisée. Il n'y a pas de partage de la propriété, il n'y a pas tous ces mécanismes que vous retrouverez sur des réseaux sociaux. Et pourtant, beaucoup d'entreprises, d'organismes publics, etc., vont continuer à utiliser, par facilité, par économie probablement aussi, des réseaux sociaux pour diffuser des contenus qui ne sont pas destinés à buzzer. Mais alors, ces contenus-là hébergés sur Streamlike peuvent quand même être utilisés pour... faire un peu de trafic sur les réseaux sociaux. L'un n'empêche pas l'autre. Sur les réseaux sociaux, pas forcément. En fait, la plupart des utilisateurs, je vais reprendre l'exemple, on a parlé tout à l'heure du président de la République qui utilise donc une messagerie souveraine, sécurisée, etc. Oui. Sur le site de l'Élysée, vous avez des vidéos qui sont hébergées par YouTube. Donc, ce qui veut dire que donc le visiteur partage ses données, etc. Ça veut dire que, quelque part, quand une entreprise met une vidéo YouTube sur son site, elle accepte que d'autres contenus puissent venir, des contenus associés, etc. Oui. Donc, en fait, au niveau maîtrise, on n'est pas du tout... C'est zéro, en fait. C'est zéro maîtrise, zéro souveraineté à ce niveau-là. Oui. Donc, en termes de gouvernance, en termes de tout ça. Nous, on ne va pas alimenter les réseaux sociaux avec nos vidéos. Par contre, un client qui met ses vidéos chez nous a la possibilité de se construire, par exemple, son propre réseau social, sa propre communauté. On a une banque qui fait ça, avec tous ses collaborateurs qui font partie d'une communauté, qui peuvent poster leurs vidéos, se connectent en SSO, donc ils sont connectés avec leur annuaire interne, donc ils sont reconnus sur la plateforme, ils peuvent mettre des commentaires, etc. Et toute cette communauté appartient à la marque. Elle n'appartient pas à un tiers américain. Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes sur YouTube, vous n'avez pas accès à votre communauté. Et les clients qui adoptent votre solution, c'est leur motivation principale? Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir? Alors, la motivation, c'est vraiment la maîtrise des contenus. C'est un petit peu... Alors, c'est pas vraiment un critère, mais enfin, on s'est vraiment engagé sur l'éco-responsabilité. Donc, ça fait, en tout cas, depuis 2019 qu'on s'est intéressé à l'impact environnemental du streaming. On a travaillé avec le Shift Project et mis en place une mesure des émissions de gaz à effet de serre liées aux vidéos, etc. Donc, on a beaucoup de clients qui sont très sensibles à ça, mais ils ne sont jamais venus pour ça. Alors, en fait, voilà, ça fait partie des critères comme c'est quelque le part... cadeau bonus. C'est le cadeau bonus. Et quelque part, l'aspect français, souveraineté ou indépendance, c'est aussi un petit cadeau bonus. Oui. Donc, on vient pour la technologie, la maîtrise des contenus et le service, et après, on a des bonus. Antoine Dubos, vous êtes le président de WIMI, donc on va parler avec vous de la possibilité d'avoir des suites collaboratives françaises. Oui, alors... Mais c'est-à-dire? Notre sujet, on adresse un besoin qui est celui de la collaboration dans sa globalité pour les organisations qui utilisent des suites collaboratives, ce qui est devenu aujourd'hui d'usage commun, marché dominé par ce qu'on appelle les suites des hyperscalers, dans des grandes suites on n'a même pas besoin de les citer. Américaines, on n'a pas besoin de les citer. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment d'alternative. Donc il y a des approches, et on a des acteurs qui offrent des solutions sur telle ou telle brique, et qui peuvent être très bonnes. Mais il y a un certain nombre de clients qui ont besoin d'avoir une approche plus globale, plus intégrée. Et c'est là qu'on parle d'une suite collaborative. Alors c'est plus compliqué en un sens, parce qu'il faut pouvoir offrir l'ensemble pour que ce soit sans couture et qu'il n'y ait pas de fuite de données depuis la visio, les emails, le partage de documents, le drive et la messagerie instantanée, etc. Et donc, ce sont des investissements longs. Comment une suite collaborative made in France, alors? Alors, nous, ça a été notre point de départ. L'entreprise a 15 ans. Ça a été notre point de départ, cette vision d'avoir une approche intégrée globale. C'est difficile de le faire, à vrai dire, si on ne l'a pas conçu dès le départ comme ça, parce que, au point de vue technique, la logique, l'architecture, nous, notre ancrage, c'est ce qu'on appelle le projet. Alors, les organisations travaillent en général par projet, pas forcément par type de contenu. Le développement du collaboratif s'est fait dans les années 2010, surtout sur des verticales. Par exemple, dans les documents, il y a eu Dropbox, et puis Box, et puis dans les messages instantanés, il y a eu Slack, etc. Mais finalement, les usages modernes, l'évolution du travail fait qu'on a besoin d'une même plateforme dans laquelle un même projet, dans un projet, on va travailler avec une messagerie. Donc nos clients, la plupart du temps, l'utilisent lorsqu'ils travaillent sur des projets de 5, 10, 15, 20, parfois 200 personnes. Typiquement, vous avez 200 ingénieurs sur un projet complexe dans le domaine d'une industrie industrielle ou aérospatiale. C'est parfois par des petites équipes. Et à partir de là, il faut pouvoir avoir une offre qui soit intégrée. C'était notre projet. Donc c'est un outil de travail collaboratif et qui réunit l'ensemble des outils dont on a besoin pour travailler ensemble à distance. Ça. Voilà, c'est ça. Travailler ensemble à distance. Le travail a beaucoup évolué ces dernières années. Maintenant, sur un projet, il y a plus de parties prenantes qu'il y a quelques années. Parce que, par exemple, un projet dans une entreprise, on va vérifier sa compatibilité écologique, par exemple. Donc, on va impliquer d'autres parties prenantes. Il y a l'État ou les collectivités locales peuvent être parties prenantes. Donc, sur un sujet, si le sujet est un peu sensible, paradoxalement, il faut l'exposer à plus de personnes. Donc, on a une problématique de gestion des droits en particulier. Tout le monde n'a pas accès à la même information. Donc, il faut que la plateforme puisse gérer ça. Et donc, votre spécificité, c'est aussi sur le sujet de la sécurité, de la confidentialité, de la protection. Les deux vont vraiment de pair. Et la sécurité numérique et la souveraineté numérique. Parce qu'en réalité, si on a une souveraineté sans sécurité, c'est une passoire. Et donc, en réalité, on a une illusion de souveraineté. Et la sécurité sans souveraineté, ça pose des problèmes pour de plus en plus de groupes en Europe
dans les industries, dans la banque. C'est notamment, par exemple, le risque juridique. On n'a pas évoqué là le Patriot Act. En fait, les États-Unis se sont dotés de tout un ensemble de règles. On a des raisons de penser que les Chinois vont aller dans des territoires similaires concernant certaines de leurs avancées technologiques, notamment dans l'IA. Donc, à partir du moment où vous utilisez un outil qui n'est pas souverain, vous êtes soumis à un droit qui est extra-européen et qui peut s'imposer à vous, qui peut coûter, dans certains cas, on a vu des banques payer des amendes considérables qui se chiffrent en milliards d'euros. Donc ça, c'est une prise de conscience qui a eu lieu, et pour ça, il faut protéger l'ensemble de la chaîne. Dans certaines organisations, parce que est-ce que cette prise de conscience, elle est vraiment réelle à l'échelle, très largement? Je ne suis pas certaine. Non, on avait fait un sondage, on avait demandé à Ipsos quelle était la sensibilité du grand public. Alors nous, on s'adresse plutôt à des organisations qu'au grand public, mais ça nous intéressait de savoir, parce que finalement, à la fin, les utilisateurs, c'est des collaborateurs, des salariés. Et on s'était rendu compte qu'il y a une véritable sensibilité au sujet. Mais simplement, les personnes se sentaient souvent impuissantes. Il n'y a pas finalement d'alternative. Donc on a considéré que la France était souveraine en matière, par exemple, aérospatiale, dans un cadre français pour les avions de chasse, européens pour d'autres domaines, mais que finalement, que le numérique, on avait renoncé. Ce qui est nouveau, c'est que finalement, on repart au défi. Il n'y a pas de raison. La France est très, très avancée sur le numérique. Il y a beaucoup de Français qui sont à la tête ou dans des rôles éminents aux États-Unis notamment et ailleurs dans des postes numériques. La France est vraiment le pays. On dirait l'Allemagne est très, très connue pour ses machines-outils. On est connu pour notre numérique. Donc, s'il y a un pays qui doit proposer une alternative dans le monde au match entre la Chine et les États-Unis, ça devrait être logiquement la France. Donc, vous êtes confiants, vous, tous là autour de la table, vous y croyez qu'on peut imposer, que peuvent s'imposer presque naturellement des solutions françaises dans le numérique en alternative à celles des Américains? Moi, j'y ai toujours cru. Donc, je sais pas. Sinon, j'aurais peut-être pas fait ce qu'on a fait. Mais peut-être. Non, mais il y a des freins. Parce que il y a quand même des freins, il y a des défis. D'abord, il y en a pas. De changer. D'abord, il y a la question des financements, il faut changer les habitudes, le frein culturel. Il faut se faire connaître aussi. Il faut se faire connaître. Que je vous invite. Absolument, merci. Et puis, il y a, si on prend des cas concrets qu'on rencontre, pour un directeur des systèmes d'information, un DSI, qui est typiquement le type de client dans les organisations qui va choisir une plateforme, il faut qu'il évalue un risque par rapport à un autre risque. Oui. Et donc, il y a les risques d'avoir une dépendance numérique. En face, il y a les risques de prendre des solutions qu'on ne connaît pas, qui sont challengers. En fait, Voilà. Alors, nous, c'est la raison pour laquelle... Il faut rassurer aussi sur l'excellence. Il faut rassurer. Nous, c'est l'excellence du produit. On a l'ANSSI en France, l'Agence nationale de sécurité et de l'information, qui est une des agences qui est peut-être l'agence la plus en pointe en Europe sur le système de sécurité. Donc, on a une des façons de rassurer, c'est d'aller... Il y a un label qui aide. C'est d'aller chercher, voilà. Donc, on est allé sur le Secnum Cloud, d'autres sur d'autres variantes. Donc, on a le Secnum Cloud depuis peu, qui donne un élément de rassurance qui, pour nos clients dans notre marché, est important. Il y a d'autres éléments, c'est petit à petit la pénétration, et c'est, je crois, ce qu'on connaît tous, les entrepreneurs du secteur, c'est-à-dire qu'on convainc les clients. Et puis, il y a un phénomène de pénétration progressive. Un peu costaud. Et puis, souvent, on rentre... et puis, parfois, on pénètre le client vous confie un petit sujet, et puis il voit que ça marche, et vous grossissez. Merci beaucoup d'être venu présenter vos solutions. J'espère que ça aura convaincu plein de monde derrière l'écran. Thomas Bénière d'Olvid, Hervé Nougier de Streamlike, Antoine Dubos de Wimi et Fabien Lavabre de Tixéo. Merci beaucoup. Merci à tous de suivre Smart Tech sur la chaîne Bismart. On se retrouve très bientôt, pas plus tard que jeudi. On sera en direct à 10h45 pour débriefer de l'actu. Bonne journée à tous.